Bonjour les amis, alors la vidéo spéciale sur la PS5 Pro. PS5 Pro en 2023, Tom Henna du site Moore's Law is Dead a dit qu'en 2023, il y aurait une PS5 Pro. Il a des sources comme quoi il y aurait une PS5 Pro en 2023, qu'elle ferait plus de 600 $ et qu'elle serait plus puissante que la PS4 Pro versus la PS4, c'est-à-dire la différence serait plus importante entre la PS5 Pro et la PS5. Eh bien, on en parle tout de suite. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est la chaîne YouTube, le titre de la chaîne YouTube, Moore's Law is Dead, c'est-à-dire la loi de Moore est morte. Donc pour rappel, la loi de Moore, c'était à l'époque, eh bien, on avait considéré que effectivement, et c'était à vérifier qu'à peu près tous les 18 mois, eh bien, on allait doubler le nombre de transistors sur une surface équivalente sur les plaquettes de silicium. C'est-à-dire que par exemple, si on avait 1 million de transistors sur 1 cm² sur une puce, sur une plaquette de silicium, eh bien, la prochaine génération, 18 mois plus tard, on pourrait en mettre 2 millions. Et ainsi de suite, et 18 mois plus tard, 4 millions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cette loi, elle devait tomber normalement vers 2010. En 2010, on a commencé à dire non, ce sera plus possible parce qu'en dessous de 10 nanomètres, même en dessous de 14 nanomètres, eh bien, on n'arrivera pas à faire du 10 nanomètres, encore moins du 7 nanomètres, 5, 3, 2, 1 nanomètre, etc., etc. Parce que, eh bien, l'atome de silicium, je vous rappelle, fait 110 picomètres. Donc, imaginez du process en 1 nanomètre sur des plaquettes de silicium, ça veut dire 9 atomes de silicium par côté pour la grille du transistor. Vous savez, les transistors, ce sont ces portes qui se ferment et qui s'ouvrent et qui laissent passer des électrons. Donc, le signal binaire, ça fait des octets, je vous rappelle, et ces octets combinés vont créer des instructions utilisées dans les programmes pour faire par exemple les jeux vidéo. Et donc le problème de la miniaturisation, si on réduisait encore la taille du process, et ce qu'on disait vers les 2010, 2011, 2012, eh bien, il y aurait des courants de fuite, c'est-à-dire que ces portes qui doivent se fermer ou s'ouvrir, les transistors, ne seraient plus assez fortes pour arrêter les électrons. Il y aurait des fuites. C'est comme si vous préférez, la porte ne se ferme pas totalement et vous avez un courant d'air qui passe continuellement, donc ça ne marche plus. Oui, sauf que bien entendu, les chercheurs ont depuis trouvé d'autres moyens, en particulier la verticalisation des transistors. J'ai fait des JVD top dessus, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc ça permet de passer cette barrière et on a donc fait du 7 nanomètres, du 5 nanomètres, du 3 nanomètres actuellement et on va aller vers du 2 et du 1 nanomètre, voire moins. Il y a certains qui m'ont posé des questions, on pourra probablement faire du 0,9 voire du 0,8 nanomètres par différentes techniques. Mais un jour effectivement la loi de Moore finira par mourir. Et alors la PS5 Pro, vous allez me dire dans tout ça, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Eh bien j'ai regardé si effectivement ça pouvait être vrai qu'en 2023 sorte une PS5 Pro qui soit au-delà des 2,23 fois plus puissante que la PS5, parce que c'est le rapport qu'il y a entre la PS4 Pro, qui est à 4,2 teraflops, et la PS5 qui est à 1,8 teraflops, je vous rappelle, avec la même architecture GCN. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir plus? Et donc j'ai calculé pour savoir comment on pourrait avoir plus. Alors la première hypothèse, ce serait qu'on passe directement en 3 nanomètres. Et oui, 2022, 3 nanomètres, je vous rappelle pour Intel, juillet. Donc juillet 2022, Intel va sortir des puces en 3 nanomètres chez TSMC. Probablement Apple va embrayer. Et donc, est-ce qu'il y aurait un petit créneau pour que PS5, AMD, sur la PS5 Pro, puisse sortir des puces en 3 nanomètres? Si c'est le cas, on a une augmentation très importante, effectivement, des transistors, puisqu'entre 7 nanomètres et 5 nanomètres, on peut avoir 1,8 fois plus de transistors sur la même surface, et entre 5 nanomètres et 3 nanomètres, 1,7 fois plus de transistors. Alors, comme postulat de départ, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas tout avoir. Je m'explique. Quand vous allez passer de 7 nanomètres à 5 nanomètres, certes, vous pouvez augmenter de 1,8 fois le nombre de transistors sur la même surface, mais dans ce cas, vous allez augmenter également la consommation. En fait, lorsqu'on voit 21% de réduction de consommation entre 7 et 5 nanomètres, c'est 21% à transistor constant, c'est-à-dire le même design que la PS5 actuelle, le même nombre de transistors que la PS5 actuelle. Si on augmente de 1,8 fois le nombre de transistors, pour augmenter la puissance, eh bien effectivement, on va augmenter la puissance consommée de 1,8 fois entre 7 nanomètres et 5 nanomètres, et ensuite on va retirer les 21% de réduction de consommation grâce à la réduction du process, c'est-à-dire passage aux 5 nanomètres. C'est la même chose pour aller en 3 nanomètres, c'est-à-dire que lorsqu'on va augmenter les transistors de 1,7 fois
pour aller de 5 nanomètres en 3 nanomètres. On va augmenter la consommation de 1,7 fois, mais ensuite on va retirer les 27% de réduction de consommation. C'est comme ça que se fait le calcul. L'idée, c'est de dire, on va gagner quand même les 20% qui sont annoncés entre le 7 nanomètres et le 5 nanomètres, et les 27% entre le 5 nanomètres et le 3 nanomètres. Eh bien, qu'est-ce qu'on obtiendrait? On obtiendrait plus de 30 teraflops, et oui, plus de 30 teraflops, donc on serait largement au-dessus des 2.2 de différence entre la PS4 Pro et la PS4, effectivement. Oui, mais en prenant en compte les 21% de réduction de consommation et en prenant en compte également les 27% de réduction de consommation entre le 5 nanomètres et le 3 nanomètres, eh bien on obtient quand même 350 watts de consommation pic. Actuellement, on est à 200 watts sur la PS5. Problème, vous avez vu que Marc Cerny, avec ses ingénieurs, a été obligé de faire des tours de passe-passe, comme on peut dire, c'est-à-dire un espace beaucoup plus important pour mieux ventiler, également un radiateur beaucoup plus important avec des caloducs, et surtout le métal liquide sous la puce. Donc 200 watts. Donc imaginez 350 watts, la problématique pour refroidir correctement. Alors n'y a-t-il aucune solution? Eh bien si, il y a une solution. La solution, ça va s'appeler RDNA3. Je vous rappelle que le RDNA3 va arriver et le RDNA3 en 2023 sera bien présent et va permettre potentiellement encore 50% de gain de puissance à consommation équivalente. C'est là peut-être la clé de la solution. On verra, bien entendu, tout ça c'est des hypothèses basées sur ce qu'on connaît actuellement, mais ça peut changer dans l'avenir. Et ainsi, si la PS5 Pro adoptait le RDNA3, ça changerait beaucoup de choses, car on gagnerait 50% de puissance, donc on n'aurait pas besoin de mettre autant de transistors, donc on bénéficierait dès le début effectivement d'une réduction de consommation beaucoup plus importante. Pour rappel, du RDNA au RDNA2, on a gagné 50%, de puissance, et du GCN au RDNA, on a gagné également 50% de puissance. Tout ça, ça reste bien entendu à vérifier, mais si c'est le cas, on arriverait plutôt à 28 teraflops, entre 27 et 28 teraflops, donc largement au-dessus des 2.2 entre PS4 et PS4 Pro en termes de gain de puissance, et pour une consommation de 207 watts. Donc RDNA 3, 3 nanomètres. Oui, mais il y a un très gros problème, c'est que je ne vois pas comment ils vont faire du 3 nanomètres en 2023, car TSMC n'aura pas de lignes de production supplémentaires en 3 nanomètres. Or actuellement elle va être totalement bookée, excusez-moi d'utiliser ce terme, c'est-à-dire comblée par les puces de Intel et les puces d'Apple qui vont arriver en masse, en particulier le M2 par exemple, et tout ce qui est pour l'iPhone, et j'en passe. Donc est-ce qu'il y aura un créneau pour la PS5 Pro? Ben, je n'en suis pas certain. Peut-être que ce sera en 5 nanomètres, mais si c'est en 5 nanomètres, alors l'augmentation serait quand même moins importante, c'est-à-dire qu'on arriverait peut-être effectivement à 18-20 teraflops, et encore, il faudra voir comment, sans avoir de surcoût en consommation, ou alors un surcoût en consommation plus important, oui, mais comment ils vont faire pour refroidir? Quant au prix de 600 $, eh bien écoutez, je pense que Sony a appris, je vous explique, probablement qu'en 2023, ils pourraient faire une puce à 20 teraflops, en tout cas, 20 à 25 teraflops, pour le même prix que actuellement la PS5. C'est-à-dire qu'ils rogneraient sur leur marge, ils perdraient un peu d'argent sur chaque PS5 Pro vendue, mais ils pourraient ainsi la faire à 499 € et baisser bien entendu à ce moment-là la PS5 à 399 € avec disque et voire à 299 € la version digitale, ce qui serait une sérieuse concurrente pour la Xbox Series S en l'occurrence. Oui, mais je vois pas pourquoi Sony ferait ça effectivement, parce que comme vous l'avez vu, elle se vend très bien la PS5 et elle aurait pu être vendue 100 € de plus, qu'elle se serait vendue également très bien puisqu'il y a totale rupture de stock et donc à 100 € de plus, elle se serait encore vendue sans aucun problème, c'est-à-dire à 599 €, à 600 €. Donc oui, la PS5 Pro, par contre ça j'y crois, pourrait être effectivement à plus de 600 €, 620 €, 650 € qu'elle se vendrait. Ça paraît très cher effectivement, mais je pense qu'elle aurait quand même un beau succès et qu'elle partirait en moins d'un jour comme d'habitude. Voilà, donc c'était la petite réflexion de cette vidéo. Moi je suis en vacances, j'espère que ça se passe bien pour mes vacances, puisque j'ai tourné cette vidéo avant, et je vous répondrai bien entendu en commentaire. N'hésitez pas à commenter, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.